Bonjour. C'est bonjour. Vous vous asseoir. Alors, comme on a des nouveaux visages, je vais demander aux partis de s'identifier. Alors, bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour, Madame la greffière. Bonjour tout le monde. Mélanie Tremblay pour la commission. Bonjour à tous, Alexandre Thibault pour la commission. Pas de changement de ce côté-ci de la salle. Parfait. Alors, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, on va assermenter le témoin. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Véronique Aubry. Je suis consultante en transformation organisationnelle et gestion du changement. Merci. Et votre témoin, même. Merci. Alors, avant de débuter avec les questions pour Madame Aubry, j'aimerais faire un dépôt, le dépôt Oui. des pièces reliées aux témoins. Mes confrères en ont reçu une copie, Madame également. Alors, j'aimerais faire le dépôt des pièces 50 P444 à 50 P465. Parfait. J'imagine que le témoin a la disponibilité de toutes ces pièces-là. Oui. Parfait. Elle a un cahier papier. Elle pourra également les voir à l'écran. Parfait. Et elle a la liste de pièces devant elle pour mieux s'y référer. Parfait. Donc, dépôt à bloc. Merci. Alors, bonjour, Madame Aubry. Bonjour. Je vous remercie de répondre aux questions de la commission. Vous avez occupé les fonctions de directrice du cabinet du ministère des Transports d'octobre 2018 à mars 2021. C'est exact? Oui, exactement. Début mars 2021. Alors, avant d'arriver à cette fonction-là, est-ce que c'est possible pour vous de nous indiquer votre parcours professionnel? Oui, bien écoutez, brièvement, j'ai une grande expérience en politique, donc en cabinet politique. J'ai eu l'occasion de travailler sous le Madame gouvernement. Aubry, je vais juste vous demander de parler peut-être un petit peu plus fort. Plus fort? Vous rapprocher le micro. Ah également, bien, s'il vous plaît. je vais tout faire ça. Voilà. On peut se capter. Vous m'entendez mieux comme ça? Très bien. Parfait. Alors, j'ai un parcours politique. J'ai travaillé dans différents cabinets politiques, tant à la Ville de Montréal, également sous le gouvernement libéral de Jean Charest. J'ai également des expériences en relations gouvernementales, au niveau des communications. J'ai travaillé à la Ville de Montréal en communication, également à la Ville de Laval aussi en communication et relations gouvernementales. Donc, j'ai un passé qui est vraiment au niveau de la fonction publique, du côté, je vous dirais, politique, mais également des fois avec des incursions plus au niveau administratif. Donc, est-ce que je dois comprendre que quand vous arrivez au cabinet de M. Bonnardel en 2018, ce n'était pas votre premier passage dans un cabinet gouvernemental? Non, exactement. J'avais travaillé dans un cabinet, deux cabinets, le cabinet de la culture et des communications en 2005-2007 et ensuite de 2007 à 2009 au cabinet de l'environnement. C'était sous Lynn Beauchamp. Juste avant mon arrivée en poste avec M. Bonnardel, j'étais fonctionnaire à la Ville de Laval au niveau administratif à la direction générale comme chef des relations gouvernementales. Et pouvez-vous nous indiquer quelle est votre formation académique? Moi, j'ai un bac en administration des affaires au HEC de Montréal en concentration marketing, également un diplôme d'études supérieures en gestion d'environnement. Et je termine un DESS au HEC en analyse d'affaires actuellement. Et qu'est-ce qui vous amène à occuper la fonction là, à partir de 2018 au ministère des Transports? En fait, on m'a approché. Donc, l'équipe de M. Legault m'a approché et cherchait à mettre en place, à travers les différents cabinets, avoir des gens qui avaient de l'expérience dans des cabinets politiques. Donc, moi, par mon parcours que j'avais cette expérience-là, surtout à quelqu'un qui avait exercé dans un cabinet qui était au pouvoir. Dans l'équipe de monsieur, du premier ministre, il n'avait pas cette expertise-là. Donc, ils sont allés chercher des personnes qui avaient cette expérience-là. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée avec monsieur Bonnardel. Okay. On m'avait demandé quel ministère m'intéressait. J'avais signifié le ministère des Transports. Et je me suis retrouvée au transport avec M. Bonnardel. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pourquoi vous aviez ciblé le ministère des Transports? C'était un ministère qui m'intéressait depuis déjà un certain temps. Moi, j'avais travaillé à la culture, j'avais travaillé à l'environnement. Et puis, dans le poste que j'occupais à la Ville de Laval, je travaillais beaucoup sur les dossiers de transport. Donc, j'avais une affinité particulière pour ces dossiers-là. On va embarquer justement un peu plus dans votre rôle là, de directrice de cabinet. Oui.
Écoutez, on a entendu certains conseillers politiques, M. Généreux notamment, M. Tremblay. C'est une fonction qui est un peu nébuleuse pour les gens qui ne font pas partie de cabinet. Oui. Alors, j'aimerais peut-être que vous nous expliquiez un petit peu le fonctionnement. Donc, quand on parle, je vais commencer avec la première question, on parle souvent, on entend directeur de cabinet, chef de cabinet. Est-ce qu'on parle du même titre? C'est le même titre. C'est la même que ce soit personne. Directeur, chef de cabinet, effectivement, c'est le même poste. On parle de la même fonction, parfait. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer justement le rôle d'un directeur ou de chef de cabinet? Bien, avant tout, c'est le premier conseiller du ministre. Donc, il a toute l'écoute, en fait, du ministre. C'est lui qui, ensuite, aussi, fait fonctionner le cabinet à deux niveaux. Je vous dirais au niveau politique, donc que ce soit par la répartition des dossiers, des tâches, des responsabilités aux différents personnels de cabinet, puis aussi au niveau administratif, donc la gestion quotidienne, que ce soit de l'embauche, que ce soit, on avait également un budget qui nous était accordé, donc il y avait la fonction administrative. C'est également aussi, je vous dirais, on est le premier interlocuteur du ministre auprès des différentes parties prenantes. Donc, que ce soit tant à l'interne qu'avec d'autres ministères ou encore avec le bureau du premier ministre, avec les députés de toute formation politique ou encore avec, je vous dirais, plus les partenaires externes, que ce soit directement ceux avec qui on travaille là, dans nos dossiers quotidiens ou encore, des fois, ça peut être des partenaires autres qui ne sont pas nécessairement liés à notre fonction au transport. Et vous, dans les faits, vous relevez de qui? Moi, je relève du ministre. Et est-ce que vous êtes un employé du gouvernement, un employé du parti politique? On n'est pas un employé du parti politique. On est employé, on est payé par le gouvernement du Québec. J'avais mon chèque du ministère des Finances, si je peux dire ici. Et puis, c'est quoi la composition d'un cabinet? Vous nous expliquer un petit peu? Oui, bien écoutez, il y a toujours le chef de cabinet. Dans des gros cabinets, il y a souvent un directeur adjoint, un chef adjoint de cabinet, parce que par la force de dossier, on a plus de volume, plus de quantité, et dit souvent plus de gestion de dossiers d'importance. Donc, dans un gros cabinet comme le transport, on avait un directeur adjoint, toujours aussi un directeur des communications, attaché de presse. Ça, je vous dirais, c'est le premier noyau. C'est ceux qui côtoient le plus souvent le ministre, qui le suivent souvent dans la plupart de ses déplacements. Par la suite, dans le cabinet, on s'est formé aussi de conseillers politiques. Donc, dans le cabinet, moi, quand j'étais là, on était, outre le petit noyau que je viens de vous parler, il y avait environ 5 conseillers politiques. Et ensuite, on est supporté aussi par des adjointes. Donc, au début, on en avait une, puis par la suite, on était accompagné de 2 adjointes. Donc, ça forme le cabinet politique du ministre. Donc, autour d'une dizaine de personnes. Exactement. 10, ça a varié. Au début, 10. Après ça, on est peut-être monté 11, 12. Donc, dans ces eaux-là, plus ou moins. Et ça, est-ce que vous avez, compte tenu que le ministère des Transports n'est pas votre première expérience à l'intérieur d'un cabinet, est-ce que vous diriez que c'est un peu toujours de la même façon, un peu toujours le même type de composition, là, à plus ou moins nombre de personnes? Oui, bien, effectivement. Un petit cabinet, bien, il n'y a pas nécessairement, comme je vous dis, il n'y a pas de directeur adjoint. Des fois, il n'y a pas de directeur des communications non plus. Mais il y a toujours un chef de cabinet, un attaché de presse, puis minimum un ou deux conseillers politiques pour supporter là, tout le volume de dossiers qui sont présentés au ministre. Et quand vous arrivez en 2018, oui. Expliquez-nous un peu là, comment ça s'orchestre. Est-ce que l'équipe est formée? On doit former l'équipe rapidement. Donc, nous, dès le 18, on a été nommés, en fait, je dis nous parce qu'il y avait également mon directeur adjoint, donc Pierre Tremblay, qui a été nommé en même temps que moi. Donc, rapidement, il faut former le cabinet. Premièrement, chercher aussi quelqu'un au niveau des communications, parce que le ministre a, dès le moment où il est nommé, il peut être appelé à réagir à différents médias. Donc, nécessairement, avoir quelqu'un qui nous accompagne au niveau des communications devient, je vous dirais, un élément qui est prioritaire. Et par la suite, c'est formé en fonction d'un premier briefing. Moi, la manière dont je fonctionne, je reçois un premier briefing de l'équipe sous-ministériat pour mieux comprendre c'est quoi les dossiers. Pour mieux savoir, bien là, OK, voici la charge. En pensant de me pas capable de me faire une idée comment je vais répartir les dossiers. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, je vous dirais, de notre côté, ça a pris environ 2 semaines à former l'entièreté du cabinet. Donc, c'était formé comme de différents conseillers de différents partis politiques. Également, ceux qui avaient d'expérience également
par rapport à l'Assemblée nationale, donc comment fonctionnent les travaux de l'Assemblée nationale. Et j'avais aussi des conseillers politiques qui, eux, avaient plus une expertise dans un domaine précis d'activité liée au transport. Est-ce que c'est vous qui choisissez chacun des éléments qui feront partie du cabinet ou le ministre? Ça a été de concert avec le ministre. Donc, première itération, moi, j'ai regardé ça de mon côté. Je lui ai fait une proposition. On a regardé ça ensemble. Ensuite, on avait chacun aussi un réseau de contacts. Donc, on a regardé un peu dans nos réseaux de contacts. On avait aussi des gens qui nous étaient conseillés. Donc, ça a été un mariage un peu de différents éléments pour compléter la composition du cabinet. Puis vous, on se situe en octobre 2018, c'est exact? Oui. Est-ce que vous connaissiez déjà M. Bonnardel? Pas du tout. Je le connaissais du temps que j'étais au gouvernement du Québec sous le Parti libéral, mais je ne lui avais jamais parlé. Et un coup que le cabinet est formé, bon, le fonctionnement au quotidien, comment c'est orchestré, en fait? Qui fait quoi? Bien, tous les conseillers politiques ont une charge de dossier, donc sont attitrés à différents dossiers. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est le secteur aérien, il y a quelqu'un qui va s'occuper du secteur ferroviaire, sécurité routière. Donc, on a différents grands éléments, différentes grandes activités au ministère. Donc, chacun est responsable des dossiers, suivre les dossiers avec les personnes concernées au ministère, donc les différents sous-ministériats. Montent les dossiers, les autres font les vérifications nécessaires, ensuite viennent me les présenter pour qu'on puisse regarder. Souvent, c'était un élément pour signature du ministre. Et puis, on regarde ensemble le dossier. Si moi, j'ai des questions ou je ne suis pas satisfaite ou j'ai encore des questionnements, je demande au conseil politique, retourne faire un tour de roue avec les fonctionnaires. Et une fois que le dossier est bien ficelé, bien, on le présente au ministre. À l'occasion, c'était moi et le conseiller politique qui présentait. Des fois, c'était uniquement le conseiller politique. Des fois, ça pouvait être moi qui présentais. Donc, on n'avait pas de motus vivendi clair. Pour nous, c'était l'important, c'était les formations circulent et circulent bien au sein du cabinet. Et on avait un ministre qui était près de son équipe. Donc, il n'était pas du tout... Moi, je parle... Il ne respectait pas une hiérarchie. Moi, je parle à ma chef de cabinet qui, elle, doit parler. Donc, si lui voulait parler à ses conseillers politiques, il parlait à ses conseillers politiques. Oui. L'important, c'est que moi, j'étais, d'une manière ou de l'autre, informée, que ce soit par le ministre qui m'informait directement. J'ai fait un suivi avec le conseiller politique ou encore le conseiller politique qui me faisait état d'une conversation qu'il avait eue avec le ministre préalablement. Donc, ce que je comprends, c'est le ministre peut évidemment, lui, peut s'adresser directement à ses conseillers sans nécessairement passer par vous, tant que vous êtes dans la loupe, si je peux me permettre. Oui. Est-ce que l'inverse est aussi vrai? C'est-à-dire, est-ce que le conseiller politique peut s'adresser directement au ministre pour lui parler d'une situation sans nécessairement passer par vous? Tout à fait. Moi, c'est souvent ce que j'encourageais dans différents dossiers pour mettre en valeur mes conseillers politiques. Souvent, moi, j'ai la chance de parler au ministre plusieurs fois par jour, de le voir plusieurs fois par jour. J'ai des conseillers politiques qui n'ont pas nécessairement cette occasion-là comme moi. Donc, aussitôt qu'on peut les mettre de l'avant, mais c'est ce que je souhaitais. Moi, je disais, regarde, tu as un beau dossier, tu l'as travaillé fort, tu sais de quoi tu parles. Souvent, ils savent même mieux que moi. Eux autres, c'est leur quotidien, son contenu. Moi, je dois superviser l'ensemble de l'œuvre. Donc, souvent, des fois, c'est plus intéressant que ce soit le conseiller politique qui fasse le topo au ministre, que ce soit la chef de cabinet qui, des fois, va lui donner plus à haut niveau. Et si jamais le ministre a des détails, bien, c'est peut-être pas moi nécessairement la bonne personne pour fournir les détails au ministre. Et dans l'éventualité où je comprends le fonctionnement que vous nous expliquez, qu'est-ce qui constitue de l'information importante qu'on doit s'assurer que vous, comme directrice de cabinet, vous avez, on vous tient informé ou vous avez l'information nécessaire? Bien, écoutez, nécessairement, au ministère des Transports, c'est un ministère de grands projets. Donc, ce qui nous anime beaucoup, ce sont les coûts et les échéanciers. Donc, nécessairement, ça va nous animer. Ça peut être les impacts aussi que ça peut avoir si on veut dégager une nouvelle proposition. Est-ce qu'il peut avoir un impact budgétaire futur? Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Est-ce qu'il y aura une modification si on veut mettre de l'avant une initiative? Est-ce qu'il doit avoir un projet de loi pour venir mettre en place l'initiative qu'on doit poser? Donc, je vous dirais, c'est différents éléments
qui nous permettent, nous, de dire, ben moi, dans mon spectre d'analyse, je dois toujours vérifier. Est-ce qu'on a attaché des fois les députés concernés? Est-ce qu'on doit parler aux oppositions? Donc, ce sont toutes des choses que moi, dans mon analyse, je fais et que j'invite aussi mes conseils politiques à faire. Donc, à poser ce type de questions-là, si je peux dire ainsi. Donc, je comprends, coût échéancier, ça demeure prioritaire là, pour un ministère comme oui, l'MTQ. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, vous arrivez en octobre, je suis toujours en octobre 2018, là, à l'arrivée, à la formation du nouveau, à la composition du nouveau cabinet. Comment se fait le transfert des dossiers avec le cabinet précédent? Là, je comprends aussi qu'en octobre 2018, il y a un changement aussi de gouvernement. Il y a un changement de gouvernement, donc il n'y a aucune passation de dossier, si je peux dire ainsi. Ce sont les hauts fonctionnaires, donc l'équipe du sous-ministre avec ses sous-ministres associés, qui viennent nous présenter le portrait du ministère, dans le fond, et des différents dossiers chauds. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne nous fait pas mention, par contre, des sociétés d'État. Ça, c'est autre chose. Eux, ils viennent vraiment nous présenter des fiches. On a des gros cartables avec plusieurs fiches qui nous font l'état, dernier avancement sur tous les projets qui sont en cours au ministère. Alors, je comprends que vous parlez avec le personnel fonctionnaire. Oui. Mais je comprends que les prédécesseurs, chefs de cabinet précédents, conseillers politiques précédents, il n'y a aucun transfert d'informations qui se fait entre vous. Surtout pas dans le contexte, c'était une campagne électorale, c'est un nouveau parti qui est élu. Donc, je vous dirais, s'il n'y avait pas intérêt, je pense, l'ancien gouvernement à fournir l'information. Et je vous dirais, des fois aussi, c'est peut-être mieux ainsi de ce côté-là, avoir un regard neuf, surtout quand il y a un changement de gouvernement. Quand c'est un remaniement, ça, je vous dirais, c'est autre chose, parce que j'ai déjà vécu des remaniements. Et là, je vous dirais, il y a une passation de savoir, parce que souvent, c'est notre gang qui est là encore. Donc, on le suit aussi nécessairement. On est au courant, on regarde, on est beaucoup plus dans l'action, on sait ce qui se passe, donc on est capable de mieux suivre les dossiers. Donc, par rapport à tout ce qui se passe au ministère, nous, c'est l'équipe du sous-ministre avec ses sous-ministres associés qui sont venus nous rencontrer pendant une matinée complète pour nous faire le portrait de la situation. Puis en 2018, est-ce que vous rappelez le nombre de sous-ministres associés ou adjoints? Marc Lacroix environ, je pense, 7 maximum sous-ministres adjoints ou associés. Et concrètement, justement, ça se passe comment, cette rencontre-là? Dans une rencontre officielle avec le ministre, moi-même, directeur adjoint de cabinet, et à cette époque-là, on avait également Mme Rouleau, la ministre déléguée au transport, avec son chef de cabinet. Donc, nous, politiques, on était les 5, ces personnes-là, et avec toute l'équipe du sous-ministre. Donc, le ministre est présent et à cette époque-là, votre directeur adjoint est M. Tremblay. Il était présent également. Il était présent à cette rencontre. Parfait. Vous nous dites qu'ils peuvent vous faire, ils vous donnent de l'information sur, les dossiers chauds, mais vous ne dites pas des sociétés d'État. Non, exactement. Moi, j'ai pris le téléphone pour appeler parce que je connaissais un peu par mon passé, un peu comment ça fonctionnait. Donc, moi, j'ai appelé les différents dirigeants des sociétés d'État et j'ai demandé à ce qu'ils viennent nous rencontrer. Et quelle est la raison pour laquelle le sous-ministre et son équipe sont pas en mesure de vous faire c'est une société d'État, elle est distincte, justement, du ministère. Elle a sa propre organisation, son propre CA. Donc, c'est différent. À l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait en 2018. C'était vraiment distinct. Souvent, on nous disait, c'est pour ça, entre autres, que plusieurs sociétés d'État ont été créées pour pas qu'il y ait l'ingérence politique, pour justement qu'il y ait un bras entre les deux. Donc, voilà. Donc, moi, à cette époque, j'ai pris le téléphone et j'ai convoqué les différents dirigeants de sociétés d'État. On va arriver à ce bout-là. Quand vous dites que je reviens à la rencontre initiale avec le sous-ministre et son équipe, vous parlez qu'on nous indique les dossiers chauds, les dossiers d'actualité. Est-ce que vous vous rappelez, en 2018, on va revenir à la SAAC, là, mais à ce moment-là, c'était quoi les dossiers chauds? Le dossier du taxi. Ça, c'était un dossier chaud, le transport rémunéré des personnes qui appelaient, là, de mémoire. Fallait absolument légiférer parce qu'on allait se retrouver dans un trou, si je peux dire ainsi, qui allait
devenir problématique pour le gouvernement. Donc ça a été nécessairement un dossier qui a été soulevé dès le premier matin par le sous-ministre. Et aussi, ça a été l'occasion pour le ministre, lui, de déjà mettre la table sur ses différentes priorités. Donc, il y avait entre autres la priorité du troisième lien. Donc, ça a été ce type de discussion-là dont on a parlé, entre autres, outre tous les grands dossiers en cours. Donc, je comprends, vous nous dites que vous avez vous-même, personnellement, là, en 2018, en octobre 2018, là, pris le téléphone et communiqué avec les présidents des sociétés d'État. Je comprends que vous avez fait l'exercice avec la SAC. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'orchestre? Bien, écoutez, on s'est même rencontrés le jour de la sermentation, donc au jour où le ministre a été nommé. Il y a toujours différentes personnes qui sont invitées. Il y a une réception suivant la sermentation. J'ai rencontré, ça a été mon premier contact avec Mme Tremblay, et nous avons convenu de faire une rencontre rapidement. Donc, la semaine suivant mon arrivée en poste, j'ai convenu avec Mme Tremblay d'un moment pour faire cette rencontre-là qui a lieu là, début quelque part. Non, ça a été la première rencontre plus informelle au cabinet à Montréal, fin octobre, début novembre, de mémoire. Et puis, qui est présent cette première rencontre? Première rencontre-là, il y a le ministre, il y a moi, il y a Mme Tremblay et M. Leclerc, Dave Leclerc, qui sont présents. Et à ce moment-là, lors de cette rencontre-là, vous dites, je comprends qu'il y en a eu deux. Oui, ça, c'est la première. C'est vraiment, je vous dirais, une rencontre pour se présenter. Ça n'a pas été une rencontre de dossier en soi. C'était plus une rencontre pour saluer le ministre, lui dire que voici comment nous, à la SAC, nous voulons bien collaborer avec vous, avec votre équipe. Et il a été mention du dossier CASA. Et le ministre a demandé à ce qu'il y ait une rencontre formelle qui soit organisée dans les semaines suivantes sur le dossier de CASA. OK. Donc, je comprends qu'on effleure le dossier CASA lors de cette rencontre préliminaire-là, mais qu'une rencontre spécifique, la deuxième rencontre sera c'est spécifiquement la rencontre qui a eu lieu en fin 2018 était spécifiquement sur CASA. On va y revenir. Juste avant, j'aimerais peut-être que vous nous expliquiez, c'est quoi le niveau de contrôle que le ministre a sur la SAC? Bien, il est imputable, mais le contrôle, je vous dirais, ça dépend comment vous voulez définir contrôle. On peut pas, moi, je vous dirais, il ne peut pas... Hein, pardon? Est-ce qu'il y en a un? Bien, je vous dirais pas vraiment. On ne peut pas pogner le téléphone puis dire, bien, écoutez, j'aime pas la décision que vous avez prise, renversez-la. Je vous dirais ça comme ça. Contrairement à un ministère, plus meilleur, une grande poigne, je veux dire, il peut faire des directives. Le ministre, pour sa société d'État, peut donner des grandes orientations, dire voici ce que moi je souhaitais que vous mettiez en place. Mais ça se limite pas mal à ça. Le pouvoir, c'est vraiment plus le conseil d'administration de la société qui détient le pouvoir. Nous, on se limite plus à une bonne relation, s'assurer que les priorités que nous, on souhaite soient mises de l'avant. Une bonne collaboration avec la SAC, mais je vous dirais, en termes de contrôle, pas de contrôle. J'ai pas de poignée qui nous permet de dire, là, on intervient comme ça, puis voici sans, rentrer dedans, on peut pas faire ça. Mais il peut assurément demander des redditions de comptes, à obtenir de l'information exacte au moment opportun. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je vous dirais, ça, c'est toujours aussi un principe de prudence que j'ai toujours moi-même inculqué aussi à mes collègues de travail. À l'effet, faut pas qu'on donne l'impression d'ingérence non plus. Donc oui, on a le droit de demander des topos, on a le droit de demander des statistiques, on a le droit de demander des documents. Mais j'ai toujours dit d'y aller d'une manière avec prudence.
pour pas qu'on ait l'impression de vouloir avoir trop les mains dedans, trop questionner, essayer. Donc, oui, on peut le faire, mais il faut toujours être prudent dans les demandes qu'on va faire. Vous nous avez dit tout à l'heure que dans les priorités, en fait, vous, ce qui est important, en fait, au cabinet, c'est, par exemple, bon, les échéanciers, les coûts, c'est une matière qui, pour vous, est important à savoir. Je comprends que c'est également le cas d'une société d'État qui relève du MTQ. C'est également le type d'information ou de reddition de compte que Oui. vous pouvez exiger? Ce qu'on s'attend à voir, effectivement, coûts et échéanciers, évidemment, c'est important, tout à fait. Et ça, quand vous en faites la demande, vous attendez à avoir une réponse exacte, conforme? Tout à fait, exactement. Et c'est quoi la fréquence pour une société d'État? J'exclus CASA parce qu'on va y revenir, là, mais pour lequel vous voulez avoir un suivi sur l'évolution des dossiers, sur le fonctionnement? C'est dépendamment du dossier, mais moi, je vous dirais la SAC avait beaucoup de dossiers en cours, donc il y avait des suivis réguliers qui se faisaient par mes conseillers politiques. Donc, ils pouvaient parler chaque semaine avec des représentants de la SAC pour parler de différents dossiers. Et puis, est-ce qu'il y avait quelqu'un, vous avez parlé tout à l'heure que dans la répartition du travail de vos conseillers, bon, vous avez parlé des dossiers de type aérien, terrestre, tout ça. Est-ce que vous avez un conseiller, vous désignez un conseiller spécifique pour s'occuper des dossiers ou suivre les dossiers de la société? Oui, exactement. Et ça a été c'était mon directeur adjoint à l'époque, mon premier conseiller sur le dossier, c'était Pierre Tremblay. Parce que la SAC veut pas, c'est gros, beaucoup de dossiers. Pour moi, ça prenait quelqu'un qui avait de l'expérience. Donc, pas un conseiller junior. Donc, mon directeur adjoint, je lui ai demandé de prendre ce dossier-là. Et c'est lui, jusqu'à quand? Écoutez, il a occupé le poste jusque, je vous dirais, septembre 2019, au retour des vacances de l'été 2019. Je me rappelle, j'avais réfléchi, il fallait faire du brassage dans la composition du cabinet, parce qu'on allait avoir un gros projet de loi sur le transport rémunéré, le fameux PL sur les taxis. Et puis, Pierre m'avait demandé de le dégager de certaines responsabilités parce qu'il en avait beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai transféré le dossier à Alain Généreux. À partir de l'automne 2019? Septembre, oui, c'est ça, septembre 2019, je vous dirais, oui. Comment vous décriviez la façon de travailler de M. Généreux qu'on a entendu juste avant vous? Bien, écoutez, c'était un très bon conseiller politique. Il m'a beaucoup impressionné. Il était nouveau quand il nous avait joint le cabinet en 2018. Monté en galon très rapidement parce qu'il questionnait beaucoup. Il posait beaucoup de questions. Il s'intéressait aux dossiers. Il grattait ses dossiers. Il lisait ses dossiers. Il posait beaucoup de questions. Il avait aussi un bon flair politique, comme on dit. Il avait des bons réflexes. Je trouvais qu'il avait des bons réflexes. Donc, je vous dirais, ça a été, à travers le temps, j'ai travaillé avec lui pendant à peu près pas loin de 2 ans et demi, un très bon conseiller politique qui m'a bien épaulé. Quand vous arrivez, et on va arriver justement au projet CASA, vous allez avoir une rencontre spécifique. Vous, votre connaissance, là, avant d'arriver comme directrice du cabinet au MTQ en octobre 2018, quelle est votre connaissance? En toute franchise, je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam le projet CASA. J'étais loin de ça. J'étais au municipal. J'avais aucune idée. En fait, qu'est-ce que CASA voulait dire, là? Ça a été pour moi... on a dû m'expliquer c'était quoi le projet. Donc, vous nous parlez que vous avez une première rencontre. On l'effleure. Est-ce qu'on vous dit un peu c'est quoi? Parce que oui, à cette rencontre-là, oui. Mais avant la première rencontre, moi, j'avais aucune idée. Donc, on m'explique c'est quoi les grandes lignes de CASA. Parfait. J'aimerais qu'on prenne maintenant la pièce 50 P444 qui est dans votre onglet, l'onglet 1. OK. Oui. Donc, c'est exactement ça. C'est la rencontre, la première rencontre sur CASA, le briefing qu'on appelle sur le dossier CASA,
qu'on a demandé de placer à l'agenda du ministre pour une rencontre qui a eu lieu, je pense, un peu plus loin, soit les dates, le 21, 22, 23 novembre. Là. Voilà. Donc, Mme Chaput, c'est qui exactement? Madame Chaput travaillait de mémoire à la SAC. Audrey Chaput, elle était l'adjointe ou la coordonnatrice dans l'équipe de Dave Leclerc, si je me trompe On voit pas. dans la signature Direction des relations gouvernementales Voilà. et du soutien administratif. Donc, c'est elle qui s'occupe d'orchestrer pour prévoir une rencontre. Oui, exactement. Et là, je comprends bien, si je comprends votre témoignage, c'est que ce qu'on voit là, c'est l'organisation d'une deuxième rencontre portant que sur CASA. La première a déjà eu lieu. Bien, la première a lieu, la rencontre de courtoisie, quand ils sont venus dans nos bureaux à Montréal. Puis là, on a discuté de différents sujets et il a été, à la demande du ministre, il a dit « Je veux un briefing sur CASA ». Donc, voilà le briefing sur CASA qui arrive en date du fin novembre. Alors, c'est vraiment pour cette planification Oui, de deuxième exactement. rencontre, juste pour qu'on se situe bien Tout dans le à fait. temps. Parfait. Tout à fait. Alors, on voit que dans le courriel, en fait, c'est un courriel qui est transmis à M. Tremblay, qui est votre entre autres à M. Tremblay, qui est votre directeur adjoint, je comprends. Oui. Et on voit juste en haut, on voit le 5 novembre 2018, M. Tremblay vous retransmet en fait, c'est un lien. Ce qu'on comprend est un lien, si on descend un petit peu exactement, un lien pour ton information, CASA, leur gros projet informatique qui a déjà fait les manchettes. Et là, je comprends que la rencontre vise justement CASA. Voilà, exactement. Alors, et lui veut m'indiquer justement que le dossier CASA, comme je vous disais, moi, aucune idée c'était quoi ce projet-là, m'informe. Il m'avait déjà mentionné qu'il avait fait l'objet... il avait déjà été sur la sphère publique dans un article et il m'a en fait envoyé le lien pour que je puisse consulter le fameux article. Et là, on voit votre réponse. OK, on mettra à l'agenda demain. Bien, l'agenda, donc la proposition parce qu'il nous proposait des dates 21, 22, 23. Donc, OK, demain, on va le mettre à l'agenda, soit pour le 21, 22, 23, la rencontre. OK, donc je comprends que votre réponse ne porte pas sur on va mettre à l'agenda demain pour discuter de l'article, mais non, c'est non, plutôt on va mettre à l'agenda la rencontre. Parfait. Oui. Alors maintenant, j'aimerais peut-être qu'on prenne le dit article qu'on retrouve, qui a déjà été déposé sous 47 P360. C'est votre onglet 2. Oui. Alors, c'est un article si on descend un petit peu, on va pouvoir voir... en fait, on ne le voit pas sur le... Oui, à la deuxième page, on va voir la date de l'article, le 9 avril 2018. Donc, c'est quelques mois avant votre entrée en poste. Alors, on parle de cet article-là, on parle de risque, le titre est éloquent, le risque de dérapage autour d'un méga projet informatique d'un demi-milliard de dollars à la SAC. Alors, cet article-là, on parle de plusieurs éléments, là, entre autres, des risques d'explosion, de coûts et de délais. On parle de M. Malenfant. Est-ce que vous, dans un premier temps, vous prenez connaissance de l'article quand il vous est envoyé par M. Tremblay? Oui, je lis l'article et on a une discussion par la suite. Avec qui? Avec M. Tremblay? Avec M. Tremblay, tout à fait. J'ai demandé, as-tu plus de détails? On a discuté un peu, puis là, j'ai dit, raison de plus de tenir la rencontre rapidement avec Mme Tremblay à la fin du mois, avec le ministre, pour pouvoir éclaircir tous ces éléments-là. Quand vous en prenez connaissance, est-ce que ça amène une certaine inquiétude? Bien, ça me confirme qu'il faut avoir le projet sur le radar. Moi, je vous dirais, c'est la première chose. Je me disais, OK, est-ce que c'est vrai? Je ne fais pas d'appréciation. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est juste, moi, je me garde dans le fond de la tête, CASA a dossier à suivre. Voilà. Et dans la deuxième rencontre que vous allez tenir sur CASA, je comprends que le ministre est présent. Oui. Parce que c'est à sa demande. Tout à fait. Est-ce que vous lui parlez de cet article-là avant la rencontre avec les gens de la SAC? Le ministre est déjà au courant de cet article-là. Oui. OK. Est-ce que vous avez un échange avec lui par rapport aux inquiétudes que ça peut susciter? Non, c'est vraiment Pierre qui m'avait mentionné. Quand il m'avait parlé, c'est lui qui m'avait mentionné cet article-là. Il m'avait déjà mentionné que le ministre était au courant de cet article-là. Fait que moi, je ne suis pas revenue à la charge sur l'article. C'était plus pour, en fait, moi, me tenir au courant, parce que je n'avais pas cette information-là. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne la pièce, votre onglet 3, Mme Aubry, qui est 48 P368. Oui.
En fait, c'est une convocation, en fait, qui semble être la convocation de la rencontre dont vous nous parlez, le 22 novembre. On voit, bon, les gens attendus, là, il y a M. Bonnardel, Mme Tremblay, M. Malenfant, il y a une Béatrice Farran. Et on voit que vous êtes en optionnel. Est-ce que vous participez à cette rencontre-là? J'ai assisté, oui. Vous avez assisté? J'ai assisté à cette rencontre, oui. Donc, comme vous le dites, ça porte exclusivement sur CASA. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu, elle se déroule comment cette rencontre-là? Qu'est-ce qui se dit? On présente au ministre un apron. De mémoire, c'est un apron de 2 pages. Je pense qu'on l'a plus loin dans les différentes pièces, où on lui donne les grandes lignes du projet. Et rapidement, le ministre demande à être rassuré sur la question des coûts et des échéanciers par rapport au projet. Et Mme Tremblay lui a donné toute son assurance que le projet allait respecter les coûts et les échéanciers. Quand on parle de coûts et d'échéanciers, est-ce qu'à ce moment-là, on indique, bon, le projet, en fait, le contrat est à combien? Oui, bon, on a sur le NAPRON. Oui, sur le NAPRON, effectivement, on nous présente un montant de 458 Prenons-le pour millions. être plus précis, oui. En fait. Je vous invite à prendre la pièce 4, en ce qui vous concerne, le V4. C'est la pièce 48P 373-2. En fait, à la deuxième page, y a-t-il juste une page sur cette pièce-là? Je vais juste m'en assurer. Non, moi, j'en ai 2. Oui, OK. En fait, juste pour être clair, là, dans le fond, c'est que le courriel date de août 2019. Mais donc, 1 an plus tard, sauf que le courriel indique que c'est le document qui aurait circulé au cabinet concernant CASA. Donc, c'est le seul NAPRON, puis on voit ministre novembre 2018. Donc, même si le courriel est transmis en nous, on comprend que c'est le NAPRON qui aurait circulé lors de la rencontre dont parle Mme Aubry. Juste pour que ce soit clair, là, compte tenu de la date du courriel. Oui, tout à fait, oui. C'est le NAPRON. Je vous ai montré exact. Lors de la réunion auquel a participé le ministre le 22 novembre 2018. Voilà, c'est ça? oui. Parfait. Je pense que c'était important de faire la précision parce que le courriel amène une certaine confusion. Moi-même également. Et ça va être dans les notes sténographiques quand plus tard, on va y référer. Parfait, merci. Parfait. Alors, ce qui suit le courriel, on voit vraiment le NAPRON CASA. Vous vous rappelez, Mme Aubry, que c'était vraiment le document qui nous a été fourni lors de la rencontre, oui. Parfait. Donc, vous nous dites que ça commence avec pas ça commence, mais on vous présente ce napperon-là. Oui. Dans ce napperon-là, on voit à la page 2, Finances. On fait à la page 2 du napperon et non pas du document, là. Alors, en haut à droite, Finances. Oui. Alors, au 4e point, contrat ferme de 458 millions, investissement et récurrent. Oui. Alors, vous comprenez quoi des coûts à ce moment-là? Que c'est le coût total du projet. 458 millions, investissement récurrence, donc investissement et mise en œuvre par la suite. C'est ce qui vous expliquait? Oui. Donc, un contrat de 458 millions qui inclut tout. Compte tenu de l'article de journal qui est porté à votre connaissance avant la rencontre et que le ministre demande justement à être rassuré, là, qu'est-ce qui est dit justement sur les possibles dépassements de coûts? Parce que l'article fait quand même référence à une explosion de coûts et de délais, etc. Alors, vous nous dites que Mme Tremblay est rassurante, là. Comment l'est-elle? Elle est très, très assurante. Écoutez, Monsieur le ministre, le projet est bien en selle. Je le regarde personnellement. On est des équipes dédiées à ce projet-là. On respecte les coûts et les échéanciers, le coût de 458 millions. Je comprends qu'à ce moment-là, on ne fait pas la distinction pour CASA, là, au total, le coût total. Total 458.
millions. C'est le montant qui m'a été véhiculé jusqu'en janvier 2021. J'ai toujours eu l'information que le coût total, investissement, récurrence, et moi, par récurrence, on m'avait expliqué, c'était la mise en œuvre du projet. Une fois que le projet est terminé, c'est 458 millions de dollars. Et est-ce que vous demandez justement à avoir des suivis réguliers pour vous assurer que ce soit la réalité lors de cette rencontre-là en novembre 2018? Je ne demande pas à avoir des suivis réguliers, mais je m'attends par contre à ce que mon conseiller politique, Pierre Tremblay, en fasse les suivis nécessaires sur le dossier, parce que justement, on avait identifié ce dossier-là comme un dossier potentiellement pas dangereux, c'est pas le bon terme, mais qu'il faut suivre, si je veux dire, un dossier qu'on doit suivre. Donc, j'ai demandé à Pierre de s'assurer de faire les suivis serrés par rapport au dossier CASA. Et par suivi serré, vous entendez De questionner lorsqu'il rencontre, lorsqu'il parle à son homologue, où est-ce qu'il en est dans le dossier. Moi-même, quand j'avais l'occasion de discuter avec Mme Tremblay, je lui demandais comment ça va dans le dossier CASA. Donc, c'est par ce type de suivi-là. Regarde qu'est-ce qui se passe, pose des questions. Voilà. Donc, moi, je ne le faisais pas personnellement. J'avais un conseiller de confiance qui s'occupait de ce dossier-là. Le 458 000 investissements récurrence qu'on voit dans le NAPRON, j'ai juste manqué un petit bout. Vous dites, c'est toujours ce chiffre-là qu'on vous a donné jusqu'à quand? En janvier 2021. Par la voix de mon attaché politique, mon conseiller politique, Alain Généreux, qui m'a avisé que c'était plus ça. En fait, ça n'avait jamais été ça. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Je vais laisser Maître Tremblay développer. Justement, on parle également, on parle de gestion de projet. Attendez, je vais prendre la page précédente. À la page précédente, voilà, on voit il y a plusieurs informations qui vous sont transmises sur ce document-là. Quand on regarde à gauche, à condition, en bas, là, on parle de maîtrise d'œuvre de la SAC, partage de risque avec un partenaire. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de partage de risque? Je vous dirais, je le voyais. Si on se remet là, si on se remet là, en fait, à ce moment-là. Moi, ça me rassure, mais est-ce que je le fais en détail? Moi, je comprends que c'est pas le risque, que c'est pas juste sur la SAC, que c'est pris également par le partenaire. Ça me rassure. Est-ce que j'ai les détails? Non. Est-ce que c'est abordé? Partage? Non. On pose pas. Il n'y a pas eu de discussion par rapport au partage de risque en soi. Donc, est-ce que je dois comprendre que, les gens de Mme Tremblay, M. Malenfant, vous en aborde, c'est écrit sur le NAPRON, mais n'élabore pas davantage, et que de votre côté, votre équipe ne pose pas de questions pour essayer de comprendre un peu en quoi ça consiste? Moi, je me rappelle, moi, personnellement, je n'ai pas posé de questions. Est-ce que mon conseiller politique, par la suite, a posé une question? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce qu'ils nous l'ont présenté? S'ils nous l'ont présenté, c'était d'une façon qui nous a rassurés. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'ils nous ont dit par rapport à ça, mais nécessairement, si j'ai pas de souvenir, c'est que c'était pas négatif. Donc, ça a été présenté d'une manière parce que, c'est rassurant pour nous de savoir qu'il y a un partage de risque. Et au moment de cette rencontre-là, on est dans la période où la L1 sera livrée. Autour de cette période-là, est-ce qu'on aborde la livraison 1? On parle même pas de L1, L2, L3. Les deux documents, en fait, les deux pages, vous voyez, ce sont les documents qui nous sont fournis. On ne parle pas de livraison. OK. Donc, dans cette rencontre-là de CASA, on vous donne les grandes lignes que vous avez, qu'on a sur le NAPRON, mais je comprends qu'on ne décortique pas en disant la L1, ça comprend le financier, les RH, la L2, c'est plus personnalisé. On parle du projet global, que justement, on a la maîtrise d'œuvre, nous, à la SAC. On a un suivi au niveau de la gouvernance qui est fait pour vous, justement, vous rassurer, comme politicien, justement, comme vous pouvez voir, on nous mentionne qu'il y a des différents suivis qui sont faits, entre autres, par le Conseil du Trésor, le ministère des Finances, le vérificateur général. Donc ça vient nous
nous rassurer comme quoi que la gouvernance du projet, elle est bien en selle. On nous explique qu'on a un partenaire d'expérience qui est l'Alliance, un partage de risques avec ce partenaire-là. Et on nous mentionne, en fait, sur la deuxième page, aussi qu'il y a un auditeur externe, Ernst & Young, qui est présent dans le paysage, ce qui nous rassure aussi. Donc, bref, cette rencontre-là était pour nous faire un topo à haut niveau du projet, que c'était pour du service, améliorer le service à la clientèle, faire à terme des économies d'échelle, et que le projet est bien en selle à 458 millions de dollars et qu'on respecte les échéanciers, qui est la date de tombée est le 31 décembre 2021. Donc, je comprends. C'est pas inscrit sur le document. En fait, j'ai vérifié. Sur le document, on ne voit pas la date où on prévoit les livraisons. Bien, c'est parce que moi, la deuxième page est 2017-2021. En fait, moi, je fais juste vous dire, on m'explique que le projet finit en 2021. OK, c'est ce qu'on vous dit. Oui, exactement. Parfait. Mais je n'ai pas de référence à des livraisons, des lots de livraison. Est-ce que vous questionnez sur qu'est-ce que ça comprendra, CASA? Exact. Qu'est-ce que ça comprend? C'est un gros projet, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça livrera. Bien, je comprends qu'on va me livrer un système informatique, donc toute la coquille du système informatique, et qu'ensuite, il va y avoir une interface qui va permettre à tous les usagers de la SAC de faire différents types de transactions. Donc, ce qui va faciliter la vie des gens et qui va, à terme, faire sauver des économies, qui va générer des économies pour le gouvernement. Donc, pour moi, c'est un beau projet. Ma question, c'est que je trouve c'est cher. 458, je suis quand même quelqu'un qui fait de la politique. 458 millions, c'est un gros projet. Donc, on va le suivre. C'est pas comme un petit projet de réfection routière où on allonge un tronc de route, 20 millions, tout est... Là, c'est quand même 458 millions. Je suis quand même quelqu'un qui a fait de la politique, qui suit de loin ce qui se passe. On entend parler de Phoenix au fédéral. Donc, les projets informatiques, nécessairement, c'est des projets à suivre. Donc, pour moi, il était important que mes conseillers politiques, je leur ai toujours dit, que ce soit à Pierre ou ensuite à Alain, il faut suivre ce genre de dossier-là. Et dans la rencontre, le ministre, lui, est-ce qu'il interagit? Est-ce qu'il semble rassuré? Oui. Comment ça fonctionne? Oui, je ne pourrais pas vous dire exactement ces mots, mais nous sommes sortis de cette rencontre-là satisfaits, en fait rassurés que le projet était bien porté, avec une PDG qui semblait bien en selle, qui connaissait et possédait très bien son dossier. Et elle est venue nous rassurer quant aux coûts et aux échéanciers. Et est-ce qu'à la sortie de cette rencontre-là, le ministre demande une fréquence de reddition de compte, le type de suivi qu'il aimerait obtenir, compte tenu que, c'est des contrats, comme on sait, qui peuvent vite exploser, dépasser les échéanciers? On n'a pas demandé de reddition de compte, mais si on voit justement sur la page, il y a des mécanismes de reddition de compte. C'est écrit suivi de gouvernance, où, entre autres, je vois le Trésor, la vérificatrice générale. Donc, pour moi, il y a déjà les mécanismes de contrôle avec Ernst & Young qui sont en place. Donc, non, on n'a pas demandé d'autres mécanismes de surveillance ou d'autres rapports par rapport à ce projet-là. J'aimerais maintenant qu'on prenne la pièce suivante à votre onglet 5, Madame Aubry, qui est la pièce 50P445. Oui. Oui. Donc, le titre est plutôt général, là. SAC, MJH. Ça semble être une rencontre qui est initiée par quelqu'un, une Marie-Josée Harvey, donc qui était l'adjointe du ministre, donc sa responsable d'agenda, qui organisait une rencontre avec la SAC, mais pas sur le dossier CASA. Donc, cette rencontre-là ne portait pas sur le dossier CASA, à votre souvenir? Non, parce que ce qui m'indique, je vois Mme Lynn Simard, vice-présidente à l'indemnisation des accidentés. Donc, ce n'était pas une rencontre en lien avec le dossier CASA. Parfait. Alors, on va passer à la pièce suivante, qui est
votre onglet 6, 50 P446. Ouais. Je vais vous demander peut-être d'en prendre connaissance. Si on pouvait descendre, c'est un courriel. J'aimerais qu'on commence peut-être avec la première portion du courriel qui est du 3 avril. Un courriel d'Audrey Chaput de la SAAC. Plus bas encore, s'il vous plaît. Merci. Ça va? Oui, tout à fait. En fait, on comprend que ce qui est soumis bon, à M. Tremblay, là, votre directeur adjoint, c'est une problématique là, par la SAAC là, de pouvoir déposer, remettre son rapport annuel de gestion, ce qu'on appelle communément le RAG, avant le 30 avril, parce que c'est le délai pour le déposer, c'est ce qu'on comprend. Oui. Et on comprend le motif qui est soulevé, c'est en raison des travaux en cours pour la réalisation de notre plan de transformation organisationnelle, CASA, les auditeurs ont exceptionnellement besoin de plus de temps pour procéder à la vérification de nos résultats. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu, là, c'est quoi la problématique qui vous est soumise? Bien, nous, c'est qu'on a peur de faire un outrage au Parlement, en ce sens que si on dépose en retard le RAG, bien, ça peut devenir problématique pour le ministre. C'est lui qui est responsable d'eux. Donc, Pierre Tremblay a fait les vérifications pour voir qu'est-ce qui se passe si on remet en retard le RAG. Et de mémoire, là, ça, je suis ça vaguement, ça a été déposé en 2 parties. Il y avait une entente avec les gens à l'Assemblée nationale à cet effet-là, par rapport à ça. Moi, je vous dirais, ce qui, là, m'animait dans tout ça, c'était de voir que j'avais des auditeurs internes qui regardaient ce qui se passait à CASA. Fait que moi, comme conseillère politique du ministre, je me dis, c'est rassurant. OK, ils sont en retard, mais c'est pour faire une vérification. C'est comme ça que j'ai perçu ça. Donc, oui, c'est certain que c'est un peu frustrant de dire, OK, là, on ne pourra pas déposer ça en totalité à la date prescrite, mais on a été capable d'assurer quand même un dépôt. Mais moi, l'explication qui m'était donnée à l'époque était un peu rassurante. Si on m'avait dit c'est parce que on n'a pas été capable de livrer, parce que pour X, Y, Z raison, là, c'était pour moi une raison valable du report, parce que justement, les auditeurs étaient en train de regarder CASA. Mais on comprend, si on va au 2e paragraphe du courriel, pour ton information, notre rapport annuel est soumis à une co-vérification par le vérificateur général du Québec ainsi que PwC. C'est le fait qu'ils doivent avoir accès à 3 mois de données dans le nouveau système qui a décalé le début de la vérification. Est-ce que je me trompe en disant que, bon, c'est l'accès aux données? Je comprends que vous êtes rassuré qu'il y a des vérificateurs internes qui suivent le projet CASA, mais la problématique semble être reliée au fait qu'on n'ait pas accès aux données dans CASA. Écoutez, j'ai pas... ça n'a pas attiré mon attention. Parce que c'est quand même la cause du report du RAG dont votre ministre est imputable ou est responsable. Bon, bien, écoutez, moi, je vous dirais, ce qui m'animait avant tout, c'était qu'on respecte le dépôt. Ensuite, on avait une explication qui tenait la route. Pourquoi qu'il y a eu ce report-là. Et moi, j'étais rassurée qu'on me disait, bien, il y a des gens à l'interne qui vont faire les vérifications. Mais je comprends qu'à ce moment-là, ça vous interpelle pas de voir que, bien, système, on n'est pas capable d'avoir les données, là. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de produire notre RAG. Parce que c'est ce que je comprends quand j'ai le 2e paragraphe du courriel. Écoutez, je me suis pas posé, à vous dire en toute vérité, je me suis pas posé cette question-là. Est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un chez vous qui a creusé un peu plus ça? Parce que si on est en avril 2019, je comprends que c'est M. Tremblay qui est alors la personne déléguée au cabinet pour suivre la SAAC. Est-ce que lui a posé la question? Faudrait que vous vérifiez. Moi, j'ai pas eu de retour là-dessus. Je me suis pas posé de question non plus à cet effet-là. Pourquoi il n'y avait pas encore les 3 mois de données dans le nouveau système? Je pourrais pas vous répondre.
qu'on parle du nouveau système. Donc, techniquement, il devrait bien fonctionner à cette portion-là. Bien, c'est parce que le système est en développement, parce que, donc, j'imagine qu'ils devaient faire des tests. Est-ce que là, ils ne pouvaient pas faire leurs tests? Écoutez, je ne veux pas m'avancer sur quelque chose que je n'ai pas... que je n'ai pas de notion non plus. Mais à toute fin pratique, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Parfait. Mais à toute fin pratique, ce que je comprends, c'est que ça n'attire pas votre attention, puis on ne creuse pas plus davantage. Non, ça n'attire pas. Suite à cette information. Non, en toute sincérité, moi, ce qui m'a rassurée, c'était le fait que les auditeurs, ça, par la suite, j'ai pas creusé plus loin personnellement la question, en toute sincérité. Merci, c'est clair. Parce que la loi le prévoit, là. C'est-à-dire que les états financiers sont vérifiés par et le vérificateur général et par une firme externe. Et ce que la procureure vous pose la question, puis je pense que vous y avez répondu, c'est-à-dire que une des causes pour lesquelles on n'est pas capable de déposer le RAC dans le délai imparti par la loi, c'est en raison de non-accès aux données en raison du nouveau système. Ceci étant dit, bon, je peux le comprendre, mais la réponse à ça, moi, je ne l'ai pas. Peut-être qu'elle va venir plus tard, mais est-ce que vous avez une réponse de l'Assemblée nationale qui vous dit, ben oui, tu peux déposer ton RAC plus tard? Moi, ce que j'ai compris de mémoire de ce que m'a dit Pierre, c'est effectivement, on pouvait déposer une partie du RAC sans les rapports financiers, sans les états financiers qui ont pu être déposés plus tard. Mais ça, je vous dis vraiment, là... OK. Faut que je remonte loin dans mon esprit. Après, vous dire, je n'ai pas suivi ce dossier-là. Moi, comme ce qui m'animait avant tout, c'était d'être capable de le déposer dans les délais prescrits, le rapport. Justement, pour éviter un outrage au Voilà, Parlement c'est ce de votre ministre. C'est ce qui m'animait. Parfait. Compréhensible. Voilà. Et justement, est-ce qu'en lien, parce que ce sera déposé, évidemment, ça ne peut pas être déposé au 30 avril, là, c'est ce que vous dit, c'est ce que vous dit la SAC. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu justement des conséquences du report du dépôt du RAG ou en différentes étapes? Parce que moi, j'ai pas eu d'écho par la suite comme quoi que ça avait causé une problématique. Donc, pour moi, ça avait été bien géré par Pierre Tremblay. Est-ce que c'est le genre d'information dont vous informez le ministre? Parce que c'est quand même lui qui reçoit les conséquences. Est-ce que vous vous rappelez que vous, M. Tremblay... Je me rappelle très bien que Pierre en avait parlé au ministre. OK. C'était quoi sa réaction? J'ai pas de réaction à vous donner. Tout ce que c'est, il me dit, je m'en occupe, j'en parle au ministre. Okay, donc pour moi, une fois qu'il a parlé, bon... Je ne suis pas revenue par la suite, puis quelle a été la réaction du ministre. Là. Pour moi, c'est mon bras droit. Tu le prends en charge, tu le prends en charge. S'il y a un écho négatif par après, là, oui, je l'aurais eu. Fait que pour moi, ça a été bien attaché de ce côté-là. Je comprends que vous n'en avez pas eu par la suite. Exactement. J'ai vu, on va y arriver... Durant votre mandat comme directrice de cabinet, vous avez quand même plusieurs rencontres seules avec Mme Tremblay. Oui. C'est exact, on va les passer. On en passé plusieurs. Là. Tout à fait. Est-ce que vous faites ça avec toutes vos sociétés d'État? Pas du tout. Non? Pas du tout. C'était circonstanciel en 2020 avec la COVID. Donc, effectivement, il y a plusieurs rencontres téléphoniques. Souvent, c'était des brefs appels, des touch points que j'appelais pour savoir où est-ce qu'on en est. Il y avait un tableau de bord pour justement suivre l'état de l'évolution du backlog qui avait été accumulé à cause de la fermeture de la SAC au début de la pandémie. Donc, moi, à la demande du ministre, je faisais un cas de suivi hebdomadaire, une fois par semaine environ, avec la PDG, parce que j'avais des comptes à rendre à mon ministre, mais j'avais également le bureau du premier ministre qui suivait la situation de près. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, pendant une période, plusieurs appels avec la PDG de la société. Parfait. On va y arriver. Oui. J'aimerais maintenant qu'on prenne la pièce 50 p 447 qui est à votre onglet 7. Oui. Alors, on est en 2019. Mm-hmm. Donc, on voit une rencontre avec Mme Tremblay. En fait, non, avec... juste un petit instant.
cabinet Québec avec Fanny Saint-Pierre, Pierre Tremblay, pour une rencontre là, qui semble être avec Mme Tremblay. On le voit dans le titre en haut. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le but de cette rencontre-là? C'était, de mémoire, la suite de la rencontre qui avait eu lieu en début d'année sur l'indemnisation aux accidentés. C'est la fameuse rencontre que vous dites qu'on ne parle pas de CASA. Exactement, là, la rencontre de du 14 février. Voilà. Du 14 février. Donc, ce serait une suite de ces rencontres-là. Parfait. Tout à fait. J'arrive maintenant à la pièce suivante, qui est dans votre onglet 7.1, la 49P430. Alors là, on est en 2020. Oui. On est à l'aube de la COVID, le 13 janvier. Et on voit une rencontre. Madame Myriam Régnier, c'est une dame à la SAC qui s'occupe des Oui, exactement. Elle travaillait dans l'équipe de Dave Leclerc, de mémoire. Alors, on voit M. Généreux. Je comprends de du début de votre témoignage que maintenant, en 2020, on comprend que c'est M. Généreux qui est le conseiller en charge de la SAC. Le nouveau conseiller politique en charge de la SAC. Alors, M. Malenfant, qui est optionnel. Je ne me souviens pas, s'il était là? De la présence de M. Malenfant. Et le titre est évocateur. Alors, présentation, projet CASA, cabinet du ministre. Oui. Alors, le ministre n'est pas indiqué. Le ministre n'est pas présent. N'est pas présent à cette rencontre-là, de mémoire. Est-ce que c'est exact que ce serait la première rencontre à laquelle participerait M. Généreux avec la SAC? Est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres rencontres avant? Sur ce dossier-là, sa première rencontre, oui, sur ce dossier-là. C'était pas la première rencontre qu'il avait avec la SAC sur d'autres dossiers, mais cette rencontre-là s'inscrivait dans un cadre double. Le premier, effectivement, parce qu'il y avait eu la passation de dossier entre Pierre Tremblay et Alain Généreux. Donc, il était de mise de faire une présentation à M. Généreux. Mais également, vous ne l'avez pas dans vos pièces, moi, lors d'une de mes statutaires avec le sous-ministre Lacroix, M. Lacroix m'avait indiqué que durant l'automne 2019, le dossier CASA, la direction de CASA, elle avait rencontré, entre autres, le Conseil du Trésor, je pense le ministère des Finances et le MCE. Donc, il voulait m'aviser que le dossier CASA cheminait au sein de différentes instances administratives au gouvernement. Et je lui ai demandé, cheminait, dans le sens qu'il y avait des présentations qui étaient en cours. Je lui ai demandé, moi, M. Lacroix, est-ce que tu as connaissance que c'est problématique? Il m'a dit non. Il dit, moi, j'ai pas d'écho de ce côté-là. Donc, moi, nécessairement, là, je me dis, il y a une mise à jour qui est faite, qui chemine en ce moment. Moi, on n'avait pas eu de nouveau depuis un certain temps. Donc, raison de plus d'avoir une présentation en bonne et due forme sur le dossier. Alors, dans cette rencontre-là, est-ce que vous avez de l'information à l'effet que les coûts ne seraient pas tout à fait exacts? Non. Écoutez, moi, je vous dirais, c'est plus ou moins la même présentation qui nous est faite que celle qui avait été présentée au ministre en novembre 2018. Si on descend dans la pièce... On me parle toujours d'un contrat de 458 millions. Investissement et récurrence, donc le montant du projet n'a pas changé. On m'indique qu'au niveau du suivi gouvernemental, il y a toujours plusieurs ministères qui sont interpellés. Bref, pour moi, il n'y a rien qui change dans ce napperon-là, à l'exception d'une chose, c'est qu'il y a une troisième page. Voilà. Où là où on commence à me parler de livraison. Donc, on peut peut-être la montrer. Page. Voilà. Donc, pour moi, là, vraiment, par rapport à ce qu'on m'avait déjà présenté, c'est ça la différence. Que là, tout à coup, j'ai un échéancier préliminaire, puis là, j'ai un nouvel échéancier. J'avais jamais vu un échéancier préliminaire, comme vous avez vu dans le premier briefing, il n'y avait pas cette page-là. Donc, pour moi, ça, c'est nouveau. Et je vous dirais, nos questions
ont été portés plus sur l'échéancier. Sur Lors de cette- l'échéancier. Oui. Parce qu'on voit dans ce document-là, qui est quand même assez clair, là, que bon, l'échéancier global préliminaire pour la L1, L2, en fait, je vais repartir du début. Vous nous dites que dans la première rencontre, on vous décortique pas les livraisons. Là, on le voit. Oui. Là, on le voit dans ce document-là. Alors, est-ce que vous posez des questions à savoir c'est quoi la L1, c'est quoi la L2, c'est quoi la L3? Est-ce que ça semble assez pertinent comme question? Oui, Est-ce que c'est absolument. posé? Bien, la L1, je vous dirais, c'était plus de mémoire, le back-end, là, ou la création du logiciel et du système. Livraison, là, on commençait à parler plus de l'interface qui va être pour le client. Donc la L2. Et voilà, contre la L2. Et on voit aussi qu'il y a une livraison L3, mais ça, la manière dont on présente ça, on me le minimise. Moi, de mémoire, on m'avait dit, c'est un petit élément qui va nous rester à compléter après la date du Go Live qui était prévue en fin 2021. La L3? Ben moi, ici, on voit L3, ça débordait du 31 décembre 2021. Je veux juste bien comprendre. Quand vous dites est-ce que c'est la L3 qu'on vous dit que c'est un petit élément qui sera... Oui, on m'explique, oui, que le gros va être fait... on respecte l'échéancier avec tout le gros déploiement, mais qui va rester une petite livraison qui va dépasser le 31 janvier. Et par petite livraison, vous faites référence à la L3? Bien, c'est ce qui est écrit. C'est eux qui m'indiquent ça ici, OK. que la L3. Donc, tout va être fait à l'exception d'un petit élément qui va être mis en ligne un peu plus tard que le 31 décembre 2021. Donc, je dois comprendre que la SAG vous fait des représentations à l'effet que la L3, c'est un petit élément, c'est quand même l'indemnisation, c'est quand même un morceau important. Moi, on on vous m'indique l'explique comme à ça? ce moment que c'est un petit élément qui va rester à compléter après le 31 décembre. Est-ce qu'on vous dit c'est quoi? Est-ce qu'on vous explique qu'est-ce que la L3? Je m'en souviens, je pourrais plus vous dire. Moi, on m'avait dit que c'est un plus petit élément que le gros, le gros va être livré en temps et lieu. Peut-être qu'ils me l'ont dit, mais en toute sincérité, je pourrais pas vous dire spécifiquement qu'est-ce qu'ils m'ont dit par rapport à la L3. Bien, quand on dit en temps et lieu, je dois malheureusement vous reprendre parce que si on prend de l'échéancier global préliminaire, on voit que la L2, elle est initialement prévue pour être livrée, on le voit là, au départ, là, on met même 2019, là, ce qui déborde un peu sur 2020. Ce que vous voyez dans l'échéancier global préliminaire, là, on vous présente un échéancier global confirmé qui nous rend à la fin 2021. Oui. Il y a quand même une bonne distinction. Préliminaire, il date de quand? Je ne sais pas. Il date de 2017, 2018? J'en ai aucune idée. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Moi, ce que je vous dis, c'est au niveau de l'échéancier global, confirmé, au 31 décembre 2021, la livraison, la livraison 2, puis là, c'est même incluant 3B. Donc, on va me livrer une partie de la livraison 3 dans la 2. C'est ce que je comprends. C'est ce que vous comprenez. Oui, c'est ce qu'on m'explique. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on m'explique en même temps qu'il restera une petite partie à livrer qui va dépasser l'échéancier parce qu'il y a un incluant 3B dans la L2. OK. Votre compréhension, vous, c'est que 3, c'est une petite partie. La L3, c'est une petite partie. Bien, ce qui va rester à livrer après le 31 décembre 2021, c'est un petit morceau, si je peux vous dire ça ainsi. C'est ce qu'on m'explique. OK. Mais est-ce que la L3, à ce moment-là, vous savez c'est quoi? Non. À ce moment-là, L3, bien là, je vois ici, je lis au fur et à mesure parce qu'on m'explique que c'était pour nous une première fois qu'on nous parlait de livraison 1, 2, 3. Fait qu'au fur et à mesure où on me briefe, moi et Alain, on regarde le dossier, on dit, OK, c'est quoi L3 indemnisation? Fait que là, je le vois sur le papier indemnisation. Et là, on nous explique qu'il y a une partie qui va être incluse en respect de la date du 31 décembre, puis qu'il y a une partie qui va chevaucher, qui va dépasser la date du 31 décembre 2021. Je veux juste bien comprendre. Oui.
est-ce que votre compréhension, on se ramène à cette période-là, Oui. est-ce que votre compréhension, c'est qu'une partie de la L3 sera incluse dans la L2? Bien, c'est ce qui est écrit, ça. Livraison L2, incluant 3B. 3B, mais Fait- vous avez 3 en bas, là, 3 juste en bas, là, qui dit Ouais. indemniser et réadapter. Oui. Alors, est-ce que ça, vous vous informez, c'est quoi? Je pourrais pas... Non, en toute sincérité, je ne me souviens plus qu'est-ce que c'est la L3. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on me donne l'assurance qu'au 31 décembre 2021, on va livrer 3/4, ou c'est pas le 9/10e, puis il va rester un petit quelque chose après. C'est ce qu'on m'explique. Et est-ce que le fait qu'il y a un report entre l'échéancier global préliminaire et l'échéancier global confirmé, le fait que il y a un report quand même, là, je comprends que vous ne connaissez pas l'étendue au départ. Vous nous dites que l'échéancier global préliminaire, je comprends que vous ne l'avez jamais vu. Oui. Vous le voyez là. Est-ce que je Exactement. comprends Je bien? n'avais jamais vu l'échéancier global préliminaire. Alors, vous, le premier échéancier que vous voyez, c'est le deuxième, là, C'est le le deuxième deuxième. scénario, Et global voilà. confirmé. Voilà. Bon, on voit quand même qu'il y a un délai là, important. Là, quand on le voit, quand on compare les deux tableaux, on voit quand même qu'il y a un délai de 2 ans. Là. Même si c'est la Ouais. première fois que vous le voyez, est-ce que ça vous inquiète, ça? Parce que souvent, quand on parle d'échéancier, vous nous avez dit au début que pour le MTQ, les priorités échéancier coût. Bien, Est-ce que- absolument, absolument. Est-ce Moi, que c'est- ça vous inquiète? Parce Ben, qu'on moi, voit c'est quand même un certain- c'est report de certain 2 ans. que je vois quand on me dit que pas tout est livré au 31 décembre 2021, c'est un peu là ma préoccupation. Et c'est là, à l'effet, qu'on me rassure, qu'on me dit, Madame Aubry, c'est un petit morceau qui restera à livrer. La grande majorité du projet va être livré au 31 décembre 2021. Ça, c'est pour la L3. Mais moi, j'en suis encore sur la L2. Parce que la L2, quand on compare les deux scénarios, comme je dis, je comprends que vous, c'est la première fois que vous voyez ces deux scénarios-là. Mais il y a 2 ans entre le scénario global préliminaire de la L2, et on vous dit que c'est le gros morceau, et l'échéancier global confirmé. Alors, il y a 2 ans, là, quand on regarde l'échéancier global préliminaire, là, on voit que sur le document, on met, que ça semble être fin 2019, début 2020. Vous êtes d'accord avec moi, quand on regarde le document, c'est ce qu'on voit? Oui. Bon. Quand on regarde le deuxième, on voit qu'on va plutôt au bout de 2021. Donc, Ouais. on vous indique que la L2, qui est le gros morceau de CASA, selon la compréhension que j'ai de votre compréhension. Donc, est-ce que vous, lors de cette rencontre-là, vous, M. Généreux, on a entendu M. Généreux, c'est un picosseux. Il veut savoir, il pose beaucoup de questions. Alors, est-ce que là, ce ne serait pas une bonne occasion pour comparer l'échéancier préliminaire qui vous est présenté, même si vous n'en aviez pas connaissance jusqu'à cette date-là, versus celui qu'on vous présente en date du mois de janvier 2020, où il y a 2 ans de différence? Est-ce que ça ne suscite pas une question sur échéancier, coût, priorité du MTQ? Bien, écoutez, moi, ce que je vois là, quand je regarde, là, parce que j'avoue, en me reportant à la rencontre à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai regardé? Moi, ce que je peux vous dire, livraison 2 dans l'échéancier global préliminaire, on fait référence à la permis immatriculation, effectivement, où on termine en 2020. Ensuite, l'échéancier global confirmé, on ajoute contrôle routier et une partie de la livraison 3. Fait que pour moi, là, on est comme dans un autre scénario où, au début, on livrait ça à la livraison 2, puis là, la livraison 2 est rendue une livraison avec d'autres choses. Plus d'éléments. Fait que là, est-ce que je dois me dire, OK, est-ce que c'est plus long, c'est-tu normal que ça prenne plus de temps possible là, que l'échéancier préliminaire? Mais comme je vous dis, moi, ce qui m'anime, c'est la date du respect d'échéancier avant tout. On me dit au 31 décembre, Mme Aubry, on va livrer. Qu'est-ce qu'il y avait dans les lots 1, dans la livraison 1, livraison 2? Moi, je vous avoue, à mon niveau, ça m'animait moins. Moi, ce qui m'animait, c'est est-ce que je suis capable, si on me pose la question, de dire est-ce qu'on respecte l'échéancier? Oui, on le respecte. C'est ce qu'on Le nouvel Et échéancier. Bien, l'échéancier, je ne l'ai pas l'ancien, c'est le nouveau qu'on a. Ouais. Sauf que 2018, le ministre est assermenté. Oui. Vous demandez assez vite une rencontre Oui. avec Mme Tremblay de la SAC. Donc, on va se situer en novembre.
Puis il y a quelque chose il y a un article du Journal de Québec de M. Pierre-Paul Biron qui date de 6 mois auparavant, là, de mémoire, c'est mai 2018, qui fait état de possibles problèmes d'échéancier, de coûts, etc. Je n'ai pas l'article sous les yeux, là, mais je l'ai déjà lu. Je vous le dis, il est en preuve. Là. Oui. Et là, on vous rassure, ce que vous me dites, Mme Tremblay, vous êtes bien en selle, tout va bien, etc. Et là, on a une deuxième rencontre, et là, on vous donne une page de plus. OK? On ajoute, on apprend. Et là, on vous dit, là, ce qu'on devait vous livrer fin 2019, là, c'est plus ça, là. On va se ramasser en 2022, là. Et là, ce que la procureure cherche à savoir, est-ce qu'à ce moment-là, là, on commence à avoir des inquiétudes sur coût? C'est pas mal réglé parce que vous êtes toujours sous l'impression qu'on a un contrat capé, là, comme d'autres l'ont appelé, là, qui inclut la récurrence. Mais là, on a des enjeux de délai là, de livraison. Est-ce que ça allume une cloche? Parce que moi, j'ai besoin de savoir qui savait quoi. Au 20 janvier 2020, 20 janvier 2020, au moment de cette rencontre-là, là, j'étais pas préoccupée par l'échéancier. Parfait. C'est votre réponse. C'est ma réponse. Vous n'êtes pas préoccupé par l'échéancier, même si... Et le coût que ça peut engendrer du fait que l'échéancier initial... Puis encore là, je comprends que vous ne le savez pas, mais là, on ne peut pas dire que vous ne le savez pas. Là, on vous le présente, cette journée-là. Alors, on vous présente ça, et ce document-là démontre que la L2 sera reportée de 2 ans. En fait, quand on regarde le document, là, on voit que l'échéancier, que ce soit ça ou pas au départ, mais le document, c'est ce qui indique quand même que la L2, il y a un report d'échéancier. Oui. Est-ce que ça, compte tenu de ce que vous avez vu avant, les articles, les rencontres, les priorités, est-ce que ça n'amène pas une question de savoir est-ce que ça aura un impact sur les coûts? L'échéancier est reporté. Ça vient généralement avec un dépassement de coûts. Est-ce que ça vous amène un questionnement additionnel quand on voit les gens sur la convocation, et entre autres M. Malenfant? Est-ce que ça, c'est vous ou M. Généreux questionner sur ça? Non. À cette époque-là, lors de cette rencontre-là, je n'ai pas questionné les coûts. Pour moi, on respectait l'échéancier. On m'a dit qu'on allait respecter l'échéancier, même si par rapport à l'échéancier préliminaire, ça prenait plus de temps. Et on m'a toujours dit, on respecte les coûts. Puis est-ce qu'on vous explique qu'à ce moment-là, peut-être que vous n'en souvenez pas, mais qu'est-ce qui justifie un report dans le temps là, de la livraison 2? Est-ce qu'on vous justifie ça? Non. On vous montre ça, puis aussi le délai, là? Oui, de mémoire, oui. Moi, je ne vous cache pas, j'étais plus animée par essayer de comprendre. Là, on me parlait des livraisons. C'était la première fois. Qu'on vous en parlait. Bien, fait que je parlais, pendant qu'il me parlait, moi, je regardais les papiers, là. Fait que je vous dirais, moi, non, on ne m'a pas expliqué pourquoi. Du moins, je n'ai pas connaissance de ça. Parfait. Maître Tremblay, est-ce que ce serait un bon moment? C'était ce que j'allais vous suggérer. Midi 25. Oui, pour prendre la pause du dîner. Déjà? Bon, on va recommencer. Oui, déjà. On va commencer à 14 heures. Ça va? Merci.